Bonjour à tous, en espérant que votre matinée a été agréable et que votre temps de dîner a été, euh, a été bien. Bienvenue à cette conférence sur les salles des émotions. Je me présente, Charles Lefebvre, ressources régionales en troubles du comportement pour la région du Lac-Saint-Jean depuis bientôt une décennie et psychoéducateur de formation. Je vous présente ma co-animatrice. Bonjour, bonjour, merci Charles. Je suis Eva D'Agostini, psychologue de formation et je travaille comme ressource régionale pour le secteur anglophone pour les enfants en troubles de comportement. Puis ça fait des années que je travaille dans les écoles. Oh oui, beaucoup, beaucoup. Tu veux-tu nous partager ton écran, Eva? Oui, absolument. Ce ne sera pas long. Cet après-midi, on va prendre une heure et demie pour vous parler des salles des émotions. C'est sûr qu'on va vous parler des salles, mais il faut aussi vous parler des émotions. Il faut vous parler un peu aussi d'un modèle conceptuel, hein, de la théorie entourant les émotions, parce que les émotions dans notre société actuelle, c'est quelque chose qui est un peu mal comprise. Et on a basé cette présentation-là, bien entendu, sur le paradigme du Dr. Neufeld, mais aussi sur les neurosciences affectives et sociales. Donc, on va d'une part là, présenter un peu de théorie au niveau émotion pour bien comprendre à quoi sert une salle des émotions. Et après ça, on va rentrer dans l'intervention et dans l'utilité d'une telle salle en milieu scolaire, principalement au primaire. Les salles d'émotion au secondaire sont pas nécessairement recommandés. Par contre, là, on va voir qu'il y a des moyens alternatifs là, pour pouvoir aider ces élèves-là davantage plus au secondaire. En espérant que cette présentation va vous plaire, vous pouvez également, là, tout au long de la présentation, mettre des questions dans le petit onglet Q&R et on va prendre à peu près 15-20 minutes là, à la fin de la présentation pour tenter de répondre le plus possible aux questions. Donc, pourquoi une salle des émotions, hein? Ce qu'on veut, dans le fond, c'est un espace sécuritaire pour un enfant qui est débordé par ses grandes émotions. C'est pas sécuritaire d'exprimer dans une classe, c'est pas sécuritaire d'exprimer dans une cour de récréation, c'est pas sécuritaire d'exprimer dans un corridor. Et on sait, hein, comme être humain, quand on trouve des émotions très, très vulnérables, ben, ça nous prend un endroit sécuritaire pour être capable de se déposer à l'intérieur de ces émotions-là. On veut fournir ces salles-là dans les écoles. On l'a appliqué aussi, ce n'est pas qu'un atelier théorique, là, on l'a mis en place dans certaines écoles, dans nos commissions scolaires, centres de services scolaires respectifs, pardon. On veut fournir un contexte pour exprimer des émotions sans jugement et répercussions. Souvent, les émotions vont se répercuter par des comportements. Or, les comportements, des fois, peuvent être très, très, très lourds, très des fois très intenses, ce qui amène les personnes qui reçoivent ces comportements-là ou ces émotions-là à avoir des réactions de défense ou voire même de retrait ou voire même de conséquences qui affectent l'expression de ces émotions-là. Donc, on ne peut pas avoir des émotions tout le temps, on ne peut pas les avoir toujours à n'importe quel endroit. Donc, on veut fournir à ces enfants-là un espace pour pouvoir exprimer, puis on va expliquer la théorie autour de ça tantôt. On veut permettre à l'enfant aussi de conserver sa dignité. Ça peut être des fois honteux, même voire culpabilisant, d'exprimer certaines émotions, entre autres la tristesse. C'est des choses qui, des fois, on peut être jugé aussi. Ah, tu pleures. On peut aussi être catégorisé. Ah, cet enfant-là, il est agressif. Cet enfant-là explose. On l'entend beaucoup. Des fois, on met des étiquettes aussi à ces enfants-là. C'est pour permettre un peu de conserver la dignité de cette personne-là qui doit exprimer quelque chose. Préserver l'environnement émotionnel et apprentissage des autres élèves et du personnel en contexte de classe aussi. Et fait partie d'un continuum d'intervention visant à aider les enfants souvent débordés. Hein? Super important, ce n'est pas une salle d'apaisement. Ce n'est pas une salle où on va dire à l'enfant va là pour te calmer ou ce qui s'en va là tout seul, puis qu'il faut qu'il se calme, puis qu'il faut qu'il se calme. Non, le but, ce n'est pas que l'enfant se calme, c'est que l'enfant va s'apaiser de par lui-même après avoir exprimé. Mais comme je vous dis, au courant de l'atelier, vous allez être au fait là, un petit peu plus de la théorie en dessous de cela.
C'est basé sur quoi? C'est basé sur le paradigme du Dr. Neufeld, qui est un psychologue développementaliste de la Colombie-Britannique, qui a travaillé énormément là, depuis les 40 dernières années à essayer de reprendre les études, de reprendre les concepts, de reprendre les théories déjà existantes et de les mettre ensemble pour essayer d'expliquer à l'intérieur de son paradigme qui englobe toute la théorie de la maturation, la théorie de la vulnérabilité, mais aussi la théorie de l'attachement et les effets de ces théories-là, quand on les joint ensemble, pour expliquer un peu comment qu'un cerveau se construit, comment un enfant, un ado, un adulte arrive à son potentiel d'être humain, et ce, malgré les troubles qu'il peut avoir, que ce soit au niveau neurologique ou que ce soit au niveau comportemental. Donc, c'est un monsieur qui base aussi son paradigme sur les neurosciences cognitives, sur les neurosciences affectives et sociales. Donc, c'est l'approche développementale. Dans ce paradigme-là, comme j'expliquais tantôt, il y a trois grandes théories qui supportent le développement du potentiel de l'être humain, soit la théorie de la maturation. Prenez ça un peu comme une plante. Comment que la plante grandit, comment que la plante, elle va devenir un séquoia ou un pissenlit. Donc, cette capacité-là naturelle de l'être humain de grandir, de maturer, de se développer, de devenir autonome. En psychologie, on appelle ça un soi différencié. Donc, d'être capable de se différencier et de prendre en main son propre développement. Tout à côté, la théorie de la vulnérabilité, cette théorie-là qui nous amène à dire, bien, quand on est vulnérable, nos émotions nous rendent vulnérables, mais on a aussi des stresseurs extérieurs qui nous rend vulnérables, et ben, l'établissement de mécanismes de défense pour résister des fois à cette vulnérabilité. Sauf que la théorie de la vulnérabilité nous montre qu'il faut tolérer la vulnérabilité de nos émotions plutôt que de résister à la vulnérabilité de nos émotions, quelque chose qui est peu compris actuellement dans notre société occidentale. Et finalement, la théorie de l'attachement qui vient supporter tout ça, parce qu'en fait, pour protéger de la vulnérabilité, c'est l'attachement qui est la condition nécessaire. Quand un enfant est dépendant, qui n'est pas très, très bien construit, ben, c'est l'attachement des personnes beaucoup plus matures et sécuritaires qui lui permettent de se protéger contre la plupart de la vulnérabilité. Et quand il y a envie, ben, c'est encore l'attachement qui accompagne cet enfant-là à vivre et à tolérer la vulnérabilité qui va lui permettre aussi à l'intérieur de l'attachement de se développer, de maturer et éventuellement de ben, de devenir indépendant et de pouvoir prendre le contrôle de sa vie et actualiser son potentiel. Alors, l'émotion, c'est là pourquoi. Tu as un travail à faire. Le travail ultime de l'émotion, c'est de faire grandir l'enfant. Absolument. Nos émotions nous amènent à aller plus loin. Et on a plein d'émotions. Aujourd'hui, on va parler juste de certaines émotions, mais on a plusieurs émotions. Et l'émotion nous amène à grandir, développer, devenir un être autonome, émergent, etc. Mais la tâche immédiate de l'émotion, c'est la survie. Parce que la survie est essentielle pour nous. On doit survivre pour grandir. Alors, c'est quoi une émotion? On les nomme, on parle des émotions, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme l'émotion, on est affecté, on est remué, l'émotion surgit, mais hors de notre contrôle. Et puis, on va en parler dans un petit moment de notre cerveau. C'est l'air irrationnel, bien que le cerveau ait ses raisons. Le cerveau nous amène à faire qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger, sauf que des fois, on n'apprécie pas les résultats de nos émotions. Être mu, ça veut dire que c'est conçu pour nous mouvoir vers ce qui va nous aider. Ça se peut que l'émotion va nous amener vers la prudence ou vers le changement ou vers la tristesse. On a toutes vécu, je pense que pendant la pandémie, maintenant, on a vécu énormément nos émotions et certains d'entre nous sont devenus très, très, très prudents parce que notre émotion qui est là pour nous aider à éviter de devenir malade ou des autres personnes qui étaient pris par la frustration qui nous amènent à faire des changements pour faire autrement, pour améliorer les choses. Mais c'est comme un potentiel d'action qui doit s'exprimer et c'est plus comme, l'électricité statique qu'on connaît un peu ici, au Canada, pendant l'hiver, particulièrement si on a beaucoup de tapis dans notre maison, de notre bâtiment et
Et une émotion est un peu comme l'électricité statique, c'est parce que des fois, on ne reconnaît pas non plus qu'il y a quelque chose là, mais avec l'électricité statique, on touche quelque chose et pouf, il y a un mouvement. Alors, c'est un peu comme ça que ça travaille l'émotion. D'où vient l'émotion? Ça vient de notre système limbique. On a aussi un système reptilien qui est associé à ça. Et on a aussi notre cortex qui est le parti de nous, des êtres humains, dont on est tellement fiers. Mais le système limbique, lié avec le système reptilien et aussi lié avec le cortex, ils sont là pour nous aider, pour vraiment survivre. Alors, on a plusieurs parties qui sont essentielles. On a l'amygdale. L'amygdale est comme le centre de survie. C'est très, très petit, comme notre petit amande, c'est pas grand-chose, mais ça a l'air c'est la capacité d'évaluer les choses et donne la commande d'agir. C'est comme un détecteur de fumée. Il détecte quelque chose et ça va nous amener à réagir. Jusqu'à côté se trouve le hypothalamus, qui est la liaison entre le système nerveux et le système endocrinien. Et puis, je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire dans un petit moment. Mais l'hypothalamus reçoit le message de l'amygdale. L'hypothalamus fait la communication avec le corps pour se mettre en action pour faire quelque chose. L'hippocampe est juste à côté et l'hippocampe s'occupe de la mémoire. Mais qu'est-ce qui est important ici, c'est de comprendre que l'hippocampe a deux grands travaux à faire. Premier, dans le système d'éducation, on compte sur notre hippocampe pour amener les choses qu'on a apprises pendant la journée. On appelle ça dans notre mémoire à court terme, les amener et les relier dans notre cerveau, dans notre mémoire à long terme. Et ça, c'est quand ça fonctionne bien, c'est exceptionnel. Mais l'hippocampe est aussi pris par la survie et essaye de ne pas oublier qu'est-ce qui pourrait nous menacer. Alors, souvent, on trouve des enfants dans nos écoles qui sont capables, ils ont donné l'air d'appris quelque chose. On est tellement contente. Oui, tu as bien compris ça. Et tout le monde est contente. Mais le lendemain, l'enfant retourne à l'école et ça a l'air d'absolument rien. Pourquoi? Mais une des hypothèses, c'est que si l'enfant retourne à la maison et il vit une soirée difficile à cause des choses qui se passent à la maison ou à cause d'autres choses, et si son sommeil est rupturé et il ne peut pas dormir bien, l'hippocampe est maintenant pris par la survie, il ne peut pas faire son travail parce que l'hippocampe a besoin de repos émotionnel, de repos physique, de la sommeil, pour faire le grand travail de créer les liens qui vont durer dans la mémoire à long terme. Quand le système sympathique est activé par le hypothalamus, maintenant, qu'est-ce qu'on trouve dans notre corps, en nous, c'est le cortisol qui augmente la glycémie et qui a une réaction aussi sur les systèmes immunitaires. Mais la glycémie est là pour nous donner de l'énergie. On a l'adrénaline qui accélère les rythmes cardiaques et respiratoires pour augmenter que le sang, l'oxygène se mette dans nos muscles pour nous aider à faire qu'est-ce qu'il faut faire pour la survie. Noradrénaline, responsable de la concentration. C'est tellement intéressant parce que quand on est en état de système nerveux sympathique, on a comme un vue qui est serré. C'est serré parce que le noradrénaline nous dit qu'est-ce que je dois faire pour assurer ma survie? Qu'est-ce que je dois faire? On est vraiment là-dedans. Et l'hormone de croissance augmente aussi la glucose, une source d'énergie. Ça affecte le rythme cardiaque et la respiration, occasionne la contraction des muscles lisses, resserre les vaisseaux sanguins et suspend le repos et la digestion. Et quelque chose on remarque maintenant pendant la pandémie, c'est que souvent on se sent très fatigué ou on se sent pas bien parce que si on a trop d'adrénaline, trop de cortisol dans notre corps, ça nous rend malade, ça peut nous rendre malade. Ça doit être comme ça, comme une vague qui aller-retour, mais on n'a pas ça. Juste un autre exemple pour vous dire comment ça fonctionne. C'est pas nécessairement la survie, mais si on veut ouvrir une bouteille de cornichons, hein,
Le moment qu'on ne peut pas ouvrir la bouteille, maintenant, notre système se met en cause pour ouvrir la bouteille et c'est exactement ça. Mais le moment qu'on a ouvert la bouteille, on est supposé de prendre un petit repos. Mais c'est ça mais ça doit avoir comme un résultat. Dans le fond, les émotions là, doivent être exprimées. Ça, c'est clair, c'est super important. Quand on exprime des émotions, c'est là qu'elles font mieux leur travail. C'est là qu'elles nous équilibrent, c'est là qu'elles nous permettent de rester dans cette espèce d'équilibre-là. Et l'équilibre ne se trouve pas dans une ligne droite, bien entendu, hein, quand on fait du vélo, puis qu'on arrête de faire du vélo, on tombe. Hein. L'équilibre, ça se trouve dans le mouvement. Et c'est un petit peu le mouvement que Eva nous parlait là, il y a quelques secondes. Donc, oui, les émotions doivent être exprimées. Le problème qu'il y a, c'est que l'expression est souvent désordonnée et bruyante. Elle est même chaotique. Des fois, elle est inacceptable parce qu'elle passe par des comportements qui, selon nos valeurs, selon nos conceptions, selon nos règles, selon nos codes de vie dans les écoles, mais aussi à l'intérieur de notre maison, fait en sorte que le comportement vient aliéner puis blesser. Et quand on observe le comportement et qu'on regarde le comportement et qu'on intervient sur le comportement, souvent, ça va être des interventions coercitives, punitives, où ce que le retrait va être mis en place, où ce qu'on va dire tu ne peux pas exister en ma présence avec tel comportement, mais on ne regarde pas qu'en dessous de ça, il y a une émotion. Il y a une émotion qui est légitime. Or, on peut intervenir sur le comportement. Le problème qu'il y a, c'est que quand on intervient sur le comportement, on ne laisse pas la place à l'émotion. Et là, c'est là que la salle des émotions va être super intéressante pour aller, oui, travailler sur l'émotion, mais après ça, il modéliser un comportement plus acceptable. Parce qu'il y a des comportements qui sont inacceptables, pour lesquels il faut encadrer, pour lesquels il faut arrêter. Et ça, c'est sûr et certain. Ce n'est pas une salle où on laisse faire tous les enfants tout ce qu'ils veulent. Mais il faut comprendre que derrière ce comportement-là, il y a une émotion qui est nécessaire, qu'il faut qu'il soit ressenti, il faut qu'il soit, puis là, on va l'expliquer un petit peu plus tantôt, mais qu'il faut qu'il soit identifié par l'enfant. Et après ça, on va pouvoir travailler sur le comportement. Cela peut menacer aussi les relations d'un enfant, hein, comme je viens de l'expliquer. Le cerveau peut supprimer l'émotion pour protéger ses attachements, hein, surtout si l'expression émotionnelle est considérée comme inacceptable. Donc, un enfant avec son parent ou avec un enseignant qui a des comportements qui font en sorte que ça brise la relation, cet enfant-là peut venir bloquer son émotion parce que la réponse fait en sorte qu'il est tout le temps mis de côté. Et quand on sait que le besoin essentiel de l'être humain, c'est d'être vu, d'être entendu, donc l'attachement, des fois, les enfants vont bloquer cette émotion-là d'une façon irrationnelle. Pourquoi? Parce qu'on a des paramètres. On a des paramètres dans notre société. À l'école, il faut que tu marches comme il faut. Il faut que tu sois gentil. Il faut que tu sois calme. On l'entend, cela. Là. Il faut que tu respectes les règles. Il faut. Donc, je te vois et je t'entends quand tu as les comportements que je veux bien que tu aies. Or, si à l'extérieur de cet emporte-pièce-là, pour ceux et celles qui font de la cuisine, que finalement, je suis en colère, j'ai de la haine, je suis souvent en conflit, je suis mélancolique, je suis triste, écoutez, puis que moi, je ne suis pas capable d'accepter ces émotions-là chez toi, parce que préalablement, je ne les ai pas acceptées en moi, c'est là qu'on va mettre des paramètres. Hein? Il y a un paquet d'enfants, puis il y a même un paquet d'adultes qui ne peuvent pas exister en la présence d'une autre personne avec toutes les émotions. Hein, puis même que, comme société, ce qu'on fait, c'est qu'on va les cognitiver. Je vous donne un exemple super concret. À un moment donné, je donne une conférence sur les émotions dans une école et puis ça va être une tranche personnelle, mais c'est pas grave. Et ma mère m'appelle 5 minutes avant, puis me dit Charles, j'ai le cancer. Est-ce que vous croyez vraiment que j'ai pu ressentir mes émotions à ce moment-là? À ce moment-là, la réponse est non. Pourquoi? Parce que j'ai un travail à faire, parce que j'ai dû mettre des défenses d'une façon inconsciente pour diluer, filtrer mes émotions. Or, une fois que le soir, j'ai pris soin de ma mère, puis que je me suis retrouvé avec ma blonde dans un lieu sécur, là, j'ai dit, ma mère, elle m'a dit qu'elle avait le cancer aujourd'hui. Ma blonde, elle ne m'a pas dit, tu sais, Charles, aujourd'hui, avec la médecine, on a plein de techniques maintenant, chimio, inquiète-toi pas, ta mère est en bonne santé. Non, 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 parce que si elle m'avait dit ça puis qu'elle avait essayé de trouver des raisons, des réponses, elle est en train de me dire tu ne peux pas exister en ma présence avec cette émotion-là. La seule affaire qu'elle a faite, c'est Charles, qu'est-ce qui se passe? Comment tu vas par rapport à ça? Et là, j'ai pu avoir accès à mes émotions parce que j'étais en sécurité. Donc, c'est sûr que quand on dit à l'enfant arrête de
Hein, calme-toi. Hein, donc, n'aie pas ce genre d'émotion-là. Hein, sois calme. Comme si dans la vie, on pouvait se calmer tout le temps. Quand tu seras prêt à revenir, hein, quand tu vas être prêt à revenir, là, tu reviendras. Donc, quand tu vas pouvoir être ce que je veux que tu sois, tu reviendras. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi? En fait, la question pourquoi, là, est une question cognitive. On fait appel au néocortex, quand que les émotions, c'est limbique. Le pourquoi, là, c'est pas tant une solution quand on pose des questions au niveau émotionnel. Il faut interroger le système limbique. Davantage plus de qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour toi? Je vois que tu es en détresse. Comment je peux t'aider? C'est beaucoup plus ce genre de questions-là qu'il faut poser. Ceci n'est pas permis ici. Et c'est correct de dire que le comportement n'est pas permis. Par contre, il faut s'occuper d'émotions qui sous-tendent ce comportement-là si on veut faire avancer l'enfant. Sois heureux, sois calme, sois gentil. En fait, sois les paramètres dans lesquels je veux que tu sois. Ce qui est la cause potentielle d'une entrave à l'expression des émotions. Donc, on est en train de dire à un enfant, non, non. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Bien, il n'y a pas de place pour l'expression émotionnelle. Les émotions vont être supprimées. Le cerveau a cette capacité-là de, euh, de filtrer les émotions et de même les diluer complètement. On a des enfants que quand on leur donne des conséquences, ils nous disent, ça ne me dérange pas, je m'en fous. Ces enfants-là ne sont pas en train de vous dire qu'ils sont vraiment forts, qu'ils sont imperméables à tout. Ils sont en train de vous dire qu'ils ont tellement eu de conséquences qu'ils ont été obligés de mettre des défenses. Des défenses pour ne plus ressentir. Une conséquence va être utile dans la vie quand il y a une émotion qui vient avec cette conséquence-là. Or, si les enfants n'ont plus d'émotion face à une conséquence, ben, on a un blocage. Et qu'est-ce qui arrive quand on ne ressent plus nos émotions? Ben, on ne ressent plus le contraire. Si on ne ressent plus notre tristesse, on ne ressentira plus notre joie. Parce que pour ressentir notre joie, il faut avoir été triste et vice-versa. Donc, quand on dit à un enfant, sois heureux, essaie de voir, ben, on est en train de lui dire, sois pas triste. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'il va ressentir de moins en moins aussi de joie. Et ça s'appelle l'émoussement. L'émoussement affectif, l'émoussement émotionnel, qui est une des caractéristiques de la dépression. Un grand dépressif ne vous dira pas je suis triste. Un grand dépressif va vous dire je ne ressens rien, je ne peux plus rien ressentir. Pourquoi? Parce que le système limbique est continuellement en défense. Ça s'appelle une défense émotionnelle. Donc, un peu comme dans l'exemple que je vous disais tantôt avec ma mère. Sauf que moi, c'est correct qu'à ce moment-là, mon cerveau ait mis ces défenses-là parce que j'avais un travail. Le problème qu'il y a, c'est que nos défenses ne sont pas utiles continuellement. Elles doivent être mises en parcimonie. Et on doit être capable, à un moment donné, d'enlever ce manteau de défense-là dans des endroits sécurs, avec des personnes sécures, pour nous accompagner à les vivre, nous accompagner à les ressentir. Un autre concept, hein, une émotion peut être bloquée, mais elle peut être déplacée aussi. Je donne un exemple super concret. Un prof P2, fin de la P2, on s'en va à récréation et a dit à Jérôme, mon homme, si tu continues, tu vas rester à récréation avec moi. L'enfant devient en alarme. Devient en alarme. L'alarme arrive, l'enfant il veut aller à la récréation. Et l'ultimatum de l'enseignant fait son travail. Ben, cet enfant-là, préalablement à ça, il était frustré. Il ne voulait pas faire son travail. Il faisait un petit peu des comportements dérangeants. Et là, oh, l'alarme, elle arrive dans le système limbique. Alors, la frustration vient un petit peu se tasser. Hein? Et là, l'alarme prend toute la place. Donc, l'enfant, ben, il est un peu sur la prudence. Puis, il est là. Puis, OK, OK. Il arrive à la récréation. L'alarme n'existe plus. Mais la frustration, elle est encore là. Et elle revient dans le système limbique et on voit un enfant lancer un beau ballon d'en face d'un autre. Pourtant, il allait bien. Puis là, on fait, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est exactement ça. L'émotion peut être déplacée. Et souvent, l'émotion est déplacée par des émotions qu'on a intégrées dans la vie, pour lesquelles on reconnaît, pour lesquelles on ressent. Donc, elle peut être diluée beaucoup, beaucoup par plusieurs autres émotions sous-jacentes. Le grand défi, c'est dans le traitement des problèmes enracinés dans l'émotion. Hein. C'est l'expression sans répercussion. Si on veut aider les enfants à développer un paysage émotionnel,
Si on veut aider un enfant à ressentir ses émotions, il faut arrêter que l'expression de cette émotion-là vienne briser la relation. Parce que c'est seulement qu'à l'intérieur d'une relation qu'un enfant va pouvoir ressentir ses émotions. C'est hyper vulnérable pour un cerveau immature, puis il a besoin d'un adulte beaucoup plus mature que lui qui va le guider là-dedans. Donc, comment on peut travailler avec la racine du problème? Bien, il faut aider l'émotion à trouver son expression. Hein? Je vois que tu as une émotion en toi qui a besoin de sortir. Je vois que tu as besoin d'aide. Laisse-moi t'aider à trouver un moyen de le faire sans te causer plus de problèmes. Parce que les enfants se mettent dans le trouble. Ils se mettent dans les problèmes avec leur expression qui est souvent archaïque, qui est souvent très, très, très difficile à accepter au point de vue social. Donc, comment qu'on va les accompagner? On ne peut pas faire ça. Puis, ce n'est pas une intervention de corridor, ce n'est pas une intervention non plus de réflexive. Oui, plus tard, on va pouvoir travailler sur l'autorégulation, on va vous le montrer quand. Mais il y a des préalables à ça. Mais c'est ça, Dr. Neufeld propose comme un escalier des choses qui sont importantes. Ici, on regarde nos tout petits, nos enfants, nos bébés, même nos bébés, nos petits de 2, 3, 4 ans. On peut voir les escaliers, comment ça se supposé de dérouler. Sauf que des fois, ça ne marche pas comme il faut, ça ne déroule pas comme il faut et c'est à nous d'aider un peu ce processus. Vous voyez que les premiers escaliers, exprimer, nommer, ressentir, mélanger, ça vient avec la relation de l'adulte envers les sentiments de l'enfant. Alors, l'adulte travaille pour aider l'enfant, et puis on va expliquer les escaliers, mais les parties là, avec cet accompagnement, l'enfant serait capable d'aller plus loin. Alors, relation, deuxième partie, qui commence avec le ressenti, la relation de l'enfant envers ses propres sentiments. Et quand on arrive à la cinquième marche, c'est la relation de l'enfant envers les autres personnes. Et qu'est-ce qu'on veut à ce moment-là? C'est un partage responsable. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Exprimer. Normalement, comme quand l'enfant est très, très petit, un bébé, on laisse le bébé pleurer. Des fois, on dit pleure pas, mais on comprend que l'enfant a besoin d'exprimer sa joie, d'exprimer sa frustration, exprimer sa tristesse, etc. Mais qu'est-ce qui est important, c'est dans le moment quand l'enfant est en 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 développement, c'est vraiment d'accepter, inviter et assister, créer des canaux pour exprimer les émotions et éliminer les obstacles à l'expression. Honnêtement, je ferais complètement autrement maintenant si j'aurais des petits-enfants et des petits bébés parce que quand j'étais maman, je voulais soulager le bébé tout le temps, mais de temps en temps, il faut juste être là avec le bébé et laisser le bébé pleurer, exprimer. Je sais qu'on essaie de soulager le bébé, mais de ne pas toujours arrêter les pleurs parce que c'est important cette expression. Et avec les petits de 2 ans qui dit des noms et des petits de 4 ans qui fait un peu des crises, c'est important de laisser un espace pour cette expression parce qu'on va, un peu plus tard, on va arriver à d'autres façons. Exprimer, ça veut dire adopter une relation d'acceptation des émotions de l'enfant. Si je dis un non à un enfant, il va être frustré. Quand il est frustré, il va me dire je t'haïs. On comprend ça. Comment je vais réagir pour aider l'enfant, c'est complètement différent de dire il doit arrêter d'être frustré. Mais nous ne pouvons pas donner vraiment une invitation à un enfant d'exister en notre présence lorsque nous ne parvenons pas à inclure toutes leurs émotions. Et c'est ça que on a essayé de vous montrer avec le, euh, le petit bonhomme, oui. Le Et paramètre. oui, exactement. Et c'est tout à fait normal. On a dans toutes nos familles des émotions qui sont plus ou moins acceptables. Mais il faut faire attention à ça. L'autre chose, et nous ne pouvons pas accepter les émotions d'un enfant que nous n'avons pas encore acceptées en nous-mêmes. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant et une chose qu'on doit se demander, s'il y a une expression émotive qui nous dérange énormément, il faut se regarder et dire, oui, est-ce que moi, je peux accepter ça en moi-même? Et souvent, c'était le paramètre que nous avons reçu dans notre vie. Mhm. Mais on va imposer ordre sur l'expression des émotions, mais
c'est pas vraiment attardé directement au comportement qui en résulte, mais qui est lié avec ça, mais on va toujours essayer de sauvegarder l'expression en prenant la responsabilité d'aider l'enfant à les exprimer. Et c'est très important parce que maintenant, on reçoit dans nos écoles nos petits de 4 ans. Nos petits de 4 ans qui ont vraiment encore qui ont un système limbique très, très, très actif et une préfrontale qui est supposée, on va parler d'une préfrontale un peu plus loin, mais un préfrontal qui n'est pas encore, activé. Alors, il faut vraiment comprendre que nos petits de 4 ans, ils sont pleins d'émotions et doit vraiment les aider à les exprimer d'une façon saine et qu'est-ce que moi j'ai trouvé tellement intéressant que Dr. Neufeld nous dit, c'est que considérer l'entraînement aux émotions comme l'entraînement à la propreté. Il faut que ça sorte. Imagine si on donnerait à un enfant de 2 ans des étoiles pour ne pas faire dans n- nulle part. OK? Parce que sortir, ça pue, c'est pas quelque chose de bien. Non, non, il faut que ça sorte et c'est la même chose avec les émotions et c'est une chose qu'on vit maintenant, c'est la pandémie, je pense, nous a aidé beaucoup à comprendre mieux nos émotions parce que qu'est-ce qui nous manque maintenant, ce sont des possibilités pour ventiler nos émotions, pour travailler nos émotions. On peut pas sortir pour faire la danse et les arts et aller assister à des émissions et plein de choses qu'on ne peut pas faire parce que et ce sont des choses où normalement et naturellement, on a exprimé nos émotions et on sent souvent nous avons une réaction à ça. On a l'air d'avoir plein de choses en nous. Mais notre rôle comme adulte, c'est de travailler le comment, le quand et le où. Et c'est ça. Alors, c'est pour ça qu'on a créé nos salles d'émotion. C'est un lieu pour laisser sortir et pour ne pas les garder à l'intérieur. Et puis, on a créé ça pour la plupart avec nos enfants en plus grande difficulté. Je travaille avec une école à Montréal, une école spécialisée avec les enfants qui sont vraiment, ils ont vécu énormément de traumatismes, qui ont plein d'émotions en eux, beaucoup, beaucoup de frustration. Et on a créé cette salle-là pour les aider et on va vous parler d'exactement ça, mais c'est vraiment pour commencer le trajet, exprimer. Il y en avait certains d'entre eux qui étaient complètement étonnés qu'on allait les laisser d'exprimer la frustration, premièrement, dans cette salle-là. Deuxième étape, nommer. À partir de 2 ans et demi, les enfants, ils développent ce qu'on appelle le langage. Donc, le langage, hein, mettre des mots sur un ressenti, hein, parce que les émotions, là, c'est de l'électricité un peu, hein, comme Eva a dit, hein, ça se passe dans le corps, il y a des manifestations, nos sens captent ça se passe dans notre corps. Donc, l'enfant, hein, en 0 1 an, il n'y a pas les mots, hein, il y a 0 2 ans, il n'y a pas les mots encore pour expliquer les choses. Et là arrive le langage. Et ce qui est intéressant du langage, c'est que d'enseigner les mots qui expriment ce que l'enfant ressent. Hein. Ce qui est important du langage, c'est que ça devient cognitif. Quand on est capable de mettre un mot sur une expérience, elle devient là, elle devient consciente. Et une émotion qui est consciente devient ce qu'on appelle un sentiment. Et c'est là que le travail des émotions, des sentiments vont se faire le mieux, quand on est conscient de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Quand je reprends mon exemple de tantôt de ma mère, je n'ai pas pu ressentir mon émotion de tristesse, de frustration pendant 6 heures, mais j'ai parlé de la frustration et de la tristesse pendant 6 heures. Pourtant, elle était là, mais je ne pouvais pas la ressentir. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été capable de prendre un moment et de lier l'expérience corporelle à un mot pour faire Ah, je me sens comme ça. Et c'est un petit peu ça le but de nommer. C'est enseigner le langage des émotions, le langage du cœur. Les mots préparent à la gestion des émotions. Si on veut aider un enfant à gérer, à développer son autocontrôle, son autorégulation, à gérer ses émotions, il doit toujours bien savoir c'est quoi cette émotion-là, comment qu'elle est vécue en lui et comment la nommer pour après ça être conscient qu'elle est là. Et après ça, on va pouvoir développer des mécanismes de gestion de ces émotions-là.
Nommer facilite la reconnaissance et ouvre la voie à la prise de conscience, comme j'ai dit. Hein. Les mots permettent l'expression symbolique en satisfaisant ainsi le besoin d'exprimer ce qui existe et en préparant la voie au partage, dont l'expression physique devient une expression verbale. Hein. Les enfants, au lieu de lancer des choses, sont capables de nous dire je suis frustré. Et quand ils sont capables de dire ça, c'est là qu'on peut leur enseigner les émotions. Or, un des problèmes que des fois on fait, c'est qu'on enseigne nos pancartes, on enseigne nos types d'émotions à l'extérieur du vécu expérientiel. Il faut que l'enfant puisse identifier pendant qu'il le vit, cette émotion-là, et qu'il le lie à un mot pour que ça devienne conscient. Et c'est ça la force de la salle des émotions, c'est d'accompagner cet enfant-là dans l'expression. Et là, tranquillement, on va s'approcher avec lui parce qu'on est avec lui, puis on va vous le montrer tantôt. Puis là, on commence à lui parler. Ah, t'es frustré. OK. En tout cas, moi, je la vis comme ça. Il y a plein de façons, on va vous le montrer tantôt, mais c'est vraiment que l'enfant commence à nommer son expérience pour éventuellement être capable de la ressentir. Lors de l'introduction des enfants à leurs propres sentiments, ben, nous devons faire attention que les mots correspondent bien à leur propre expérience. Hein. Il ne faut pas non plus leur partager que ah, je pense que ah oui, c'est ça. Non, non, c'est ça. Je suis sûr que c'est ça. Ben, peut-être qu'ils vivent d'autres choses. Fait que par frustration, on va dire que ça ne fonctionne pas pour toi. Hein. C'est pas ça, c'est pas ça que tu voulais. L'alarme, hein, parce que les enfants sont en alarme, dans la vie, on a un système d'alarme qui fait en sorte que les enfants ressentent ça. Ben, hein, c'était vraiment effrayant pour toi. Hein, ceci est vraiment inquiétant, c'est bouleversant. Vous voyez que là-dedans, il n'y a pas ah, faut pas que tu aies peur. Non, non, c'est normal de légitimer la peur dans la vie. C'est très normal. On pourrait en parler de la peur très, très longtemps, puis ce n'est pas le but aujourd'hui. Mais moi, j'entends plein d'interventions, surtout avec les petits gars, de dire ah, faut pas t'avoir peur, ou bien ah, pleure pas. Ben non, c'est normal, il faut. J'espère qu'un enfant va avoir peur. Ça va l'aider à l'adolescence à ne pas aller à 160 km/h avec ses amis. Hein? C'est normal qu'il ressente la peur. On reflète l'intensité de l'émotion à l'intérieur de nos propos. Enseigner le langage du cœur, hein, c'est pour s'assurer aussi de l'émotion sous-jacente. Il faut être en mesure de lire correctement le non-verbal et le comportement plutôt que de se laisser distraire par eux. C'est correct de regarder le comportement, mais le comportement là, est censé nous amener à dire oh, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a une émotion. Cet enfant-là, il y a quelque chose. Par son comportement, il est en train de nous dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Il faut jouer un peu au Colombo. Hein? C'est nommer les émotions avec des mots hein, qui ne jugent pas, ne blâment pas, hein, vont au cœur du vécu davantage plus parler de la frustration que de la colère. La frustration, c'est le vécu émotionnel. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour toi, mon homme, tu es frustré. Hein? On dit souvent à l'enfant, tu es en colère. Non, à la base de la colère, c'est une frustration. Il y a quelque chose. Par définition, la frustration, c'est faire l'expérience de quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, on en vit plein de frustrations. Des fois, ce qui ne fonctionne pas peut nous amener à la colère, quand on vit une injustice, par exemple, mais le sentiment initial, c'est la frustration parler de l'alarme plutôt que de l'anxiété. Hein? Je vois que hein, tu es stressé, je vois que tu es alarmé, je vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas pour toi. Donc, c'est vraiment parler du vécu émotionnel plutôt que davantage plus des sentiments secondaires. C'est davantage plus des sentiments primaires qu'on veut amener aux enfants. Oui. Juste une autre chose à ajouter, c'est vraiment il y a trois grandes émotions qui sont primordiales pour nous les êtres humains. La poursuite, on ne va pas parler aujourd'hui, mais l'alarme et frustration. Ici, on peut nommer soit l'alarme ou frustration ou la tristesse. Pour la plupart, on est sur la bonne route avec les enfants. Troisième étape, ça veut dire ressentir. Mais qu'est-ce qui est difficile, c'est qu'on dit, mais si l'enfant exprime une émotion, s'il est capable de nommer une émotion, est-ce qu'il ne ressent pas? Mais qu'est-ce qui est difficile, c'est que ressentir une émotion. Je peux parler, disons, encore j'utilise la pandémie parce que je pense que pendant la pandémie, on a passé par certaines étapes ici. Oui, on avait, des fois, on peut parler de notre alarme, de notre peur, mais de temps en temps, mais quand il faut sortir de la maison, on ne ressent pas nécessairement parce qu'il faut faire des choses. Alors, on va faire tout ce qu'il faut faire, ou comme Charles a dit avec la situation avec sa mère. Alors, ressentir, c'est vraiment vivre cette émotion qui est pénible, qui nous rend vulnérables. Une distinction qu'on fait rarement, mais qui est tellement important à faire, c'est que les émotions peuvent exister sans
le sentiment, les ressentir. Les émotions, on a toute la chimie, les neurotransmetteurs, les potentiels d'action, les charges d'énergie, tout ça existe en nous. Si vous êtes parent, je pense que vous avez déjà vécu ça. Vous avez eu une journée frustrante à l'école, ça n'allait pas trop bien, mais tu veux rentrer à la maison en bon état et puis veux vraiment être avec la famille et c'est pas faire une chicane avec les enfants, mais cette frustration qui est peut-être elle n'était pas encore ressentie, même ressentie. Même on peut dire, des fois on dit: «Hey, comment vas-tu?» Il va: «Ah ça va», mais il y a quelque chose qui travaille en moi. J'arrive à la maison et une personne a fait le moindre de choses et je réagis avec pouf, une explosion et heureusement, parce qu'on va voir les 2 autres étapes, je suis capable de réfléchir: «Ah, j'ai même pas reconnu que j'ai une frustration en moi qui n'était pas encore même ressentie et exprimée». Alors, sentiment, c'est quelque chose conscient, mais émotion, c'est quelque chose qui est en nous, mais vraiment ressentir une émotion, ça nous rend un peu vulnérables. Oui, mais les émotions doivent être ressenties pour bien faire le travail. Alors, je dois ressentir mon émotion parce que si je suis frustrée, disons, si j'ai passé une journée très frustrante à l'école, plus tard dans la soirée, je dois réfléchir. Cette frustration va amener à changer des choses, à faire autrement, peut-être changer mon horaire demain, à faire un peu plus attention à d'autres choses. La frustration m'amène à faire des changements. L'alarme va m'amener à peut-être faire autrement, plus de prudence. Alors, c'est très, très important de ressentir nos émotions pour qu'elles puissent nous mouvoir, nous pousser à faire autrement. Les émotions aussi doivent être ressenties pour se mélanger. Je suis frustrée avec mon conjoint, mais je l'aime beaucoup. À un certain moment, peut-être, j'exprime ma frustration avec lui, mais je vois dans son visage que il n'est pas en forme. Alors maintenant, je dois mitiger la frustration avec l'amour. Mais je dois d'abord comprendre c'est quoi la frustration, nommer bien ressentir l'amour. Nos enfants de 4 ans, ils sont pas capables encore de mélanger les émotions. Un enfant de 4 ans qui est frustré est complètement frustré. Il peut dans un moment nous dire: «Je t'aime» et dans un autre moment nous frapper parce que le travail d'un petit de préscolaire, c'est de vivre ses propres émotions, de les ressentir, d'avoir toute cette connexion. À l'âge de 5, entre 5 et 7 ans, le préfrontal va être capable de mélanger, mais un enfant qui n'a jamais vécu ses émotions n'aurait pas cette expérience à mélanger. Et vraiment, ils doivent être ressentis pour pouvoir être gérés et partagés. On doit expliquer à notre conjoint, à nos enfants, à quelqu'un d'autre, à nos collègues, je suis en frustration, je suis en état d'alarme. C'est très important de parler de qu'est-ce qu'on ressent. Alors, l'absence de... Oh, c'est à toi, Charles. Pas trop. Dans le fond, qu'est-ce qui empêche l'émotion d'être ressentie? Ben, c'est qu'il y a pas d'expression, hein, donc il y a pas de mouvement, hein. Puis souvent, dans nos interventions plus coercitives ou punitives, où ce qu'on dit à l'enfant: «Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas exprimer ça», ben, on vient, oui, on vient arrêter le comportement, oui, c'est correct, mais on vient aussi des fois déplacer le comportement parce que l'émotion, hein, c'est de l'électricité, il faut que ça se décharge aussi pour ceux et celles là, qui se souviennent de leur cours de physique secondaire 4. Là, à toute charge, il y a une décharge. Fait que si on empêche la décharge, elle va arriver plus tard, dans un autre temps ou dans un autre moment où ça va être le chien qui va manger à go ou le petit frère qui va dans 10-15 minutes manger la go. Puis des fois à l'école, ça va être pendant un cours de récréation ou ça va être en spécialité. Donc, c'est sûr que l'absence d'expression d'un mouvement, l'absence de mots pour les sentiments. Donc, un enfant ne peut pas ressentir s'il ne peut pas l'avoir exprimé, mais s'il ne peut pas non plus l'avoir nommé, son émotion, s'il n'y a pas les mots pour expliquer ce qui se passe. Et l'absence de sécurité, puis la peur d'être blessé. Parce que même si un enfant est capable d'exprimer, puis qui est capable de nommer, s'il n'y a pas le contexte pour pouvoir l'exprimer, à même titre que je n'aurais pas commencé à pleurer devant 70 personnes pendant une conférence, quand je parlais de la tristesse. Pourquoi? Je ne les connais pas. C'est me livrer ma très grande vulnérabilité. Puis si j'ai un passé où ce que je me suis fait intimider dans la vie, encore moins. Encore moins, parce que on ne peut pas.
On ne peut pas. Donc, la principale défense du système limbique est de renoncer au ressenti. Hein? Parce que souvenez-vous, le système limbique, ce qu'il veut, c'est nous garder en survie. Donc, si exprimer c'est dangereux, ben, le système limbique va mettre en place des défenses pour s'assurer de la survie. Et on appelle ça des mécanismes de défense émotionnels, où ce qu'on va venir bloquer d'une façon inconsciente, bien entendu, ces émotions-là. Un peu comme j'ai fait quand que ma mère m'a appelé. Mais dans ce contexte-là, c'était parfait. Mais imaginez que je sois rendu chez moi le soir, puis que ça ne va pas bien au niveau de mon couple, qu'un de mes enfants il est malade, que là, ma mère, ça s'aggrave. Puis là, le lendemain matin, je m'en vais au travail, ma boss, elle veut me rencontrer, que Charles, tu as fait des erreurs, puis que là, mon banquier m'appelle, puis il me dit Hey, Charles, ça va pas bien. Bien là, c'est sûr qu'à un moment donné, ces défenses-là, ils vont se bloquer. Et quand on a trop de séparation de nos attachements, quand on vit trop d'humiliation ou qu'on vit trop d'alarmes dans la vie, et pour faire référence à Eva, le COVID est pas pire une alarme qui nous a brisé de toutes nos relations privées, qui est alarmant de voir le monde décéder, le monde qui sont, tu sais, je disais là, pas pour rien qu'une augmentation d'anxiété beaucoup, là, ben, là, le cerveau va venir mettre des défenses, puis mettre des défenses, puis mettre des défenses. Et cette défense-là, cette énergie-là, est davantage plus utilisée à bloquer le cerveau, à protéger le cerveau, plutôt qu'à ressentir et à croître. Parce que les émotions, ça l'amène à la maturité du cerveau. Hein? C'est ça le but des émotions, c'est de nous amener à la maturité émotionnelle. Or, quand ces émotions-là sont trop vulnérables, ben, on va mettre un équipement de défense. Hein? On va se mettre des pads, on va se mettre des boucliers. Situationnellement parlant, il n'y a pas de trouble. Mais là, c'est là qu'on va commencer à parler de blocage émotionnel. Donc, l'absence d'émotion accroît la capacité à fonctionner dans un environnement à risque. Oui, tout à fait. Mais a comme conséquence un dysfonctionnement et des problèmes de comportement. C'est sûr et certain, ça c'est sûr. Donc, comment préserver ou rétablir la capacité à ressentir les émotions vulnérables? Bien, accepter leur existence sans égard à leur aspect irrationnel et non raisonnable. C'est sûr qu'il y a des comportements qui sont non raisonnables, mais il y a une émotion en tout ça qui est irrationnelle. L'enfant ne fait pas exprès pour avoir ces comportements-là. Il y a ces comportements-là parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en lui. Et c'est sûr et certain qu'accepter leur existence à l'intérieur d'une classe, on ne peut pas. Hein, il y en a 23, 24, 25, 26 autres. On a des règles. Puis c'est correct pour les enfants qui sont capables de respecter ces règles-là, qui sont en santé émotionnelle. Un des problèmes actuellement, c'est qu'on applique à des enfants qui ne vont pas bien ce qui va des interventions pour les enfants qui vont bien. Ça ne fonctionne pas. Normaliser les émotions plutôt que de les considérer comme un problème. Ce n'est pas un problème, les émotions. Ça fait partie de l'être humain, du système limbique. Et c'est pour ça qu'on a grandi. Hein? J'ose espérer qu'un primate a eu peur devant un dinosaure qui l'a amené à ressentir sa peur et qui l'a amené à la prudence. Tu sais, je veux dire, c'est comme ça fonctionnait. Laisser de la place aux émotions plutôt que de tenter de s'en débarrasser, c'est utile, c'est nécessaire, les émotions. Hein? C'est vital. Ça nous aide à rester en homéostasie. Antonio Damasio en a parlé dans son livre, dans ses livres. Ça nous garde en équilibre, les émotions. Accompagner les émotions de l'enfant consiste à s'assurer de poser des jugements sur les émotions. Oui, on peut juger un comportement. Oui, c'est sûr, on a tous des schèmes, on a tous été aussi un bagage de vie, on a tous eu des cadres théoriques à l'université, au cégep, on a eu nos parents qui nous ont élevés, on élève nos enfants aussi, on a des modèles conceptuels, mais ça tient du jugement des émotions. Une émotion ne doit pas être tellement jugée. Elle est là parce qu'il arrive quelque chose. De réduire, de nier, de contrer les émotions, de laisser entendre qu'il est une charge. Tu sais, quand on laisse entendre un enfant qu'il est trop difficile, il est trop difficile pour qu'on puisse s'en occuper, on est en train de dire à cet enfant-là que notre attachement envers lui, il n'est pas solide. De donner une leçon, hein, beaucoup dans les conséquences, dans les réflexions, dans cette intervention réflexive de qu'est-ce que tu penses qui va t'arriver ou comment tu aurais pu. Oui, plus tard, quand l'enfant va s'être déposé, on travaillera au point de vue cognitif. Aucun problème avec ça. Mais ce n'est pas la porte d'entrée tout de suite. De résoudre un problème. C'est difficile de résoudre un problème quand on est émotionnellement surchargé. Pensez à vous, quand que vous avez eu des problèmes dans votre vie ou des situations conjugales ou familiales ou financières difficiles, quelqu'un disait ah ben, on va s'asseoir, là, on va penser, on va réfléchir. Aucune capacité de réfléchir. Et le système limbique prend la situation beaucoup plus en charge rapidement que le néocortex. Il faut
C'est pour ça que quand on fait des rencontres de couple, on leur dit réglez vos problèmes davantage plus le matin que le soir. On prend une distance. On prend une distance. Le cortex préfrontal fonctionne beaucoup mieux. Beaucoup mieux. OK, maintenant on arrive au 4e étape et c'est vraiment mélanger, alors trouver la réponse pour mitiger l'impulsion et obtenir le bon mélange. Mais ça, premièrement, ça ne peut pas arriver avant l'activation du cortex préfrontal. Alors, c'est pas quelque chose, je vois souvent les gens qui parlent avec un petit de 4 ans ou 5 ans et dit, mais pourrais-tu penser à l'autre? Mais qu'est-ce que tu penses que lui, ça lui amène à quoi? Puis, mais même le petit, s'il veut nous plaire, peut dire, oui, ça va lui déranger. Mais alors, non, mais comment qu'est-ce que tu penses? Mais est-ce que ça va te déranger si quelqu'un fait comme, oui, ça va me déranger? Mais qu'est-ce que tu penses à l'autre? Mais et puis un petit de 4 ans va souvent dire: «Mais c'était sa faute!» Il ne peut pas penser à l'autre encore parce que le préfrontal n'est pas encore développé. Alors ça prend du temps. Ça prend les 3 autres étapes qui se développent et là, au moins l'âge 5 à 7 ans. Mais si un enfant a vécu des grandes difficultés émotionnelles, des grands traumas, souvent, même à 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, il n'est pas encore arrivé avec une préfrontale qui fonctionne toujours comme il faut. Et l'autre chose aussi, c'est que souvent, il est rempli d'émotions qu'il amène de la maison. Je pense que Delphine Colline Bézina parle d'un sac à dos que l'enfant amène de la maison à l'école. Alors, la capacité de mélanger, même pour nous, comme Charles vient de nous dire, cette capacité de mélanger, quand on est fatigué, quand on est débordé par l'émotion, on ne peut pas le faire. Mais c'est possible à un certain moment, avec un peu de calme, de réfléchir. Alors, c'est une étape qui vient, mais ça vient beaucoup plus tard et pas avant l'âge vraiment de 7-8 ans pour les enfants en général et pour certaines beaucoup plus tard. Et pour nous, tous les êtres humains, quand on est fatigué, c'est une étape qu'on on n'arrive pas nécessairement facilement. Et à la fin, la 5e étape, c'est vraiment réfléchir et exactement, souvent quand on fait notre résolution de problème, qui est vraiment une très bonne étape, c'est excellent parce qu'on essaie de trouver, de réfléchir pour se parler, mais c'est mieux de dire comme ça, c'est mieux d'utiliser un autre mot, c'est mieux d'utiliser mes mots au lieu d'utiliser mes mains. Non, c'est pas un mot qu'on utilise à l'école, ça c'est un mot qu'on utilise peut-être à la maison, hors de l'école. Mais et qu'est-ce qu'on voit, c'est que si on a vraiment accompagné l'enfant dans les étapes, il va lui-même automatiquement arriver à la réflexion. Sauf que c'est pas quelque chose qui va arriver. Alors, qu'est-ce qui est important ici? C'est le partage responsable. Même nous, les adultes, même nous, êtres humains, on nie pas nos émotions. Qu'est-ce qu'on trouve? C'est un lieu pour les partager avec responsabilité. OK? Alors, si je suis fâchée, si je suis frustrée et je dois crier, je vais peut-être parler à mon conjoint pour lui dire: «Écoute-moi, j'ai tellement frustré!» Mais laisser sortir les émotions, c'est très important. On va y arriver avec nos jeunes, mais il faut passer par les autres étapes. Donc, comment aider les jeunes? Ben, assurez-vous qu'il est facile et sécuritaire pour un enfant de reconnaître, d'expérimenter et d'exprimer ses émotions. Pour ces enfants-là en très grande difficulté d'ordre comportemental, ben, souvent, on va voir des blocages émotionnels. On va voir que cette expression-là n'est pas là ou que cette expression-là, quand elle a été là, ben, la réponse de l'adulte a été beaucoup d'aliéner un peu la présence. Donc, les enfants ont mis des défenses. Donc, c'est de fournir un espace d'expression émotionnelle, hein, qui respecte leur dignité. C'est rassurer que ce n'est pas une conséquence, mais bien un endroit sécuritaire. On n'utilise pas la salle en disant là, tu vas aller dans la salle. Tu n'es pas capable de te contrôler, tu vas aller dans la salle. Non, c'est pas ça. C'est programmé, c'est planifié, c'est dans un plan d'intervention, c'est dans un plan d'action. C'est un outil d'intervention et non un outil conséquentiel. C'est la salle des émotions, c'est pas parce que tu n'as pas bien été, c'est pour que tu ailles mieux. Et c'est d'amener cet enfant-là quand il va bien dans la salle des émotions pour modéliser,
pour regarder le matériel, pour scénariser, pour nous-mêmes scénariser avec lui, modéliser comment faire. C'est pas juste quand il va pas bien, parce que l'enfant, il va être encore trop pris au niveau limbique, puis ça ne donnera pas l'effet escompté. Aidez-les à conserver leur relation en toute sécurité pendant la tempête, en reconnaissant, en côtoyant toutes leurs émotions. Hein, il y a des enfants qui pleurent là-dedans, il y a des enfants qui crient, il y a des enfants qui hurlent, il y a des enfants qui sont frustrés, il y a des enfants aussi que ils veulent qu'on soit là. Ils veulent qu'on soit là, puis ils veulent jouer aussi. C'est pas dans un moment tout le temps de désorganisation qu'on peut utiliser la salle des émotions. Par exemple, nous, dans une école, on avait un enfant un élève qui, dans la classe, voulait être vu d'être entendu. Donc, il faisait quoi? Il faisait tout pour être vu d'être entendu, qui part par plein de comportements qui ne peuvent pas être gérés quotidiennement dans une classe. Or, on a décidé de mettre dans son horaire des moments où il y a dans la salle des émotions et on jouait à la cachette avec lui. On jouait à le poursuivre, à courir après lui. On jouait à je vais te donner de l'attention. Et on a vu quoi? Ben, on a vu que cet enfant-là, quand il retournait en classe, avait beaucoup moins besoin d'aide, de solliciter l'adulte. Pourquoi? Parce qu'on répondait à son besoin. Rester avec eux alors qu'ils vivent leurs émotions jusqu'à ce qu'ils trouvent leurs larmes. On va expliquer le concept de larmes, de tristesse. Le but, c'est que l'enfant ne soit pas dans la salle des émotions tout seul. Ce n'est pas une salle où on envoie l'enfant, qu'on le regarde par la fenêtre, puis une fois qu'il a fini, ben viens-t'en. Non, il faut l'accompagner. Ça prend un adulte, ça prend un attachement, ça prend une sécurité pour l'aider. Donc, Eva va vous expliquer un Oui, peu oui, ce. exactement. Mais c'est juste vite, vite, parce que les larmes sont tellement importantes, parce que pour trouver nos larmes, il faut passer de notre système sympathique, qui est notre système d'action, vers notre système parasympathique. Et le signe que notre cerveau a dit, OK, je suis à l'impuissance, je ne peux rien faire de plus. Maintenant, c'est comme une clic qui se passe. Les larmes sortent, mais les larmes sont là pour évacuer notre système de l'adrénaline, de cortisol. Ils sont pleins de toxines, les vraies larmes de tristesse. Tu sais, je peux peut-être donner un exemple, Eva, vite, 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 si tu me permets. L'autre fois, on faisait le souper, puis on demandait, ben, on a dit aux enfants, 3 enfants, on a dit, ben, vous avez le droit à 10 minutes chaque de jeux vidéo. Tu sais, on n'est pas très jeux vidéo, mais des fois, ben, c'est correct aussi. Tu sais. Et là, on met un timer parce qu'on veut être, tu sais, on veut que être cohérent. Puis, nanana. Ma fille de 10 ans, pas de problème. Le fils de ma blonde, 7 ans, pas de problème. L'autre fils de le petit dernier de ma blonde, qui vient d'avoir 5 ans, donc préfrontal pas très développé. Après 10 minutes, ça a été ouais, mais ta fille, oui, mais mon frère, oui, mais c'est pas juste. J'aurais pu faire des interventions de dire ben oui, regarde, j'ai mis un timer. Ben non, là, mon homme, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu n'es pas prêt à jouer aux jeux vidéo, donc je vais te l'enlever. Tu sais, j'aurais pu faire ce genre d'intervention-là. Non. Il faut qu'il exprime. Donc, je suis arrivé, puis je l'ai amené dans sa chambre, puis je dit, qu'est-ce qui se passe, mon homme? Tu sais? Et là, c'était plus ta fille ou mon frère a trop joué, c'est j'étais bien. Je voulais finir ma maison. Mm. Je voulais pas, moi, aller jouer en bas au Lego. Et là, mon intervention a été juste de dire c'est correct, tu as le droit d'être frustré. Il dit ouais, mais toi, tu peux changer. Je dis ouais, mais il faut que je fasse vivre une impuissance, mais que je l'accompagne dans cette impuissance-là. Et là, tu sais, je dis mais je trouve ça vraiment triste pour toi, mon petit loup, tu sais, mais je comprends. Et pendant 10 minutes, il a pleuré. J'aurais pu dire 10 minutes, tu n'as pas fini avec la vie. Tu sais, mais non, tu sais, je l'ai accompagné. Et de lui-même, après 10 minutes, il m'a regardé et il me dit Charles, je pense que les jeux vidéo, c'est pas fait pour moi. Bien entendu, je n'ai pas renchéri en disant, ben, tu as raison, je vais te l'enlever. Non, vous comprenez. Mais lui-même a trouvé sa réponse parce que son système sympathique est arrivé au parasympathique en passant par les glandes lacrymales. Et c'est là que l'adaptation se fait. Exactement. Et c'est ça, c'est le processus adaptation qui est émotionnel. Pas conscient, c'est l'émotion. Mais c'est comme ça que nous sommes transformés parce que c'est ce que nous ne pouvons pas changer. Et honnêtement, il y avait pleinement d'adaptation le mois de septembre pour vraiment être capable de vraiment faire ce qu'il fallait faire pour aménager nos écoles et tout faire pour le COVID. Mais c'est un chemin d'adaptation, c'est le chemin de l'arme. On peut composer. Composer, c'est comme
comme Charles a dit, c'est composer, c'est mettre le carapace pour faire qu'est-ce qu'il faut faire, mais à la fin de la journée, il faut voir notre réaction émotionnelle. Et j'en suis certaine, moi, je vois énormément d'émissions de télé et je me trouve souvent en larmes. Pourquoi? Parce que notre monde a tellement changé. C'est une deuil que je dois faire. Mais l'adaptation exige un cœur tendre et un endroit sécuritaire pour pleurer. Cœur tendre, ça veut dire la capacité à tolérer la vulnérabilité. Alors, un enfant qui a une carapace ne pleure pas. Et pour des petits, je demande toujours un enfant avec difficulté de comportement, je demande aux parents, est-ce que ton enfant est capable de trouver ses larmes de tristesse? Et la plupart des parents disent non, il ne pleure pas. Et puis, ils sont peut-être souvent fiers de lui. Ben, c'est pour ça qu'il a ces problèmes de comportement. Mais ça prend aussi un endroit sécuritaire pour pleurer, quelqu'un pour nous protéger dans cette vulnérabilité. Alors, j'ai juste des petites suggestions pour vous aider à amener un enfant vers ses larmes, parce que c'est un processus essentiel. Premièrement, on doit parler et reflète l'émotion vécue. La frustration, ça ne fonctionne pas pour toi, c'est pas ça que tu voulais. Alarme. C'était vraiment effrayant, inquiétant, bouleversant. Mais non, je m'excuse. C'était vraiment effrayant, inquiétant et bouleversant. On reflète l'intensité de l'émotion. Parce que l'enfant doit croire qu'on comprend qu'est-ce qui se passe en lui. Si on dit à lui, oh, ça n'a vraiment pas fonctionné pour toi. Oh, tu as tellement peur. Non. Puis l'autre chose, les gens vont nous dire, mais si tu dis à un enfant, c'était vraiment effrayant, mais est-ce que tu vas effrayer encore et inquiéter encore plus? Non, parce que la prochaine étape, c'est ensuite on guide subtilement vers la tristesse avec notre ton de voix. Oui, c'est vraiment effrayant, c'est pas facile. Le COVID, ça n'arrête plus, on amène vers la tristesse. Si c'est nous qui a amené l'enfant vers la tristesse, on va accepter facilement les larmes. Mais si par hasard, on a un enfant qui a confiance en nous, qui nous connaît bien, pour qui nous sommes cet lieu sécuritaire, des fois, il va juste arriver nous voir, il va tomber en larmes. Et on veut savoir pourquoi, mais le pourquoi, c'est pas comme Charles a dit avec son fils. Il pleurait pas parce que les jeux vidéo étaient frustrants et devait arrêter le jeu. Troisième enfant, deux autres plus grands qu'en lui, l'école, etc. Il avait plein de larmes en lui. Il pleurait pas pour le jeu vidéo, il pleurait pour plein de choses. Il a su que 5 ans, son frère a 7 ans, il n'est jamais plus si grand que son frère. Et c'est très important parce que si on dit pourquoi l'enfant va nous donner un petit niaiserie, c'est pas ça. Et quand l'enfant commence à pleurer, il faut vraiment faire attention de résister à nos instincts naturels alpha, de soulager la tristesse. C'est la chose la plus difficile à faire. Parce que quand tu dis, ça a pris 10 minutes avec ton fils, mais tu étais capable de lui garder, maintenir dans sa tristesse, accompagner dans la tristesse. Et c'est comme il descend et un rebond. Et le rebond, l'enfant va arriver à ses propres solutions, mais il faut vraiment passer par la tristesse. Alors, c'est pour ça que on dit l'enfant reste jamais tout seul dans la salle. C'est pas juste l'expression qui est importante, c'est la salle des émotions, c'est un espace pour amener l'enfant vers l'adaptation, vers sa tristesse. Et, Et là, et ça- je vais faire un parallèle. Par contre, on ne vous dit pas qu'à toutes les interventions, il faut l'amener là. OK? Il non, non. faut essayer, mais il ne faut pas forcer. Donc, c'est pas qu'il va rester là jusqu'à temps qu'il pleure. C'est pas ça, là. C'est vraiment de l'accompagner. Mais oui, il y a des enfants qui vivent tellement de vulnérabilité, puis ça fait tellement longtemps qu'ils sont sur le mode défensif, qu'accéder à cette tristesse-là, à faire confiance à un adulte, même exprimer, ça peut être long, là. On le voit, là. Nous autres, on l'a mis en place dans quelques écoles de mes centres de services scolaires que j'accompagne. Et on voit des enfants on a mis ça en place au mois de peut-être octobre-novembre. Et là, on est au mois d'avril et on commence à voir les bienfaits de ça. Mais on a passé par
ben tu sais, parce que oui, à un certain moment donné, ben, l'enfant, il voulait juste y aller à la salle des émotions, mais oui, en même temps, on ouvre un espace où ce que l'enfant peut commencer à exprimer. Et il y en a pour plusieurs qui ont beaucoup d'expressions à rattraper derrière le trailer en arrière qui les accompagne. Donc, donner une issue sécuritaire à la frustration malsaine, en trouver le penchant naturel. Ce pas tous les enfants qui aiment dessiner. C'est pas tous les enfants qui aiment faire de la pâte à modeler. C'est pas tous les enfants qui aiment ça jouer dans la salle. C'est pas tout le monde qui aime ça lancer des choses. Donc, c'est assez de regarder avec l'enfant. Puis c'est pour ça qu'il faut le faire quand il va bien. Toi, qu'est-ce qui t'aiderait? Hein? Puis si ce n'est pas, ben, on peut lui proposer des choses, puis on peut expérimenter des choses aussi. Venir, venir prêt lorsque la frustration est mineure et lui suggérer des moyens non violents de soulager sa frustration. Ça, c'est hyper intéressant. C'est quand que l'émotion est moins là, que là, ben, on pourrait peut-être essayer ça. C'est pas pendant la crise, c'est après. Quand l'émotion est passée, est partie, est moins vulnérable, c'est là qu'on peut commencer à retrouver un peu notre néocortex, puis essayer de trouver des solutions, trouver des autres moyens. Se servir des moments de forte connexion pour amener le jeune vers des idées ou des bonnes intentions. Hein? Je suis sûr que tu n'as pas voulu lancer ça, le ballon d'en face à ton ami. Je suis sûr que tu n'as pas voulu dire ça à ton enseignante. Pourquoi qu'on veut développer de bonnes intentions? Pour qu'ils viennent paralyser les impulsions. Donc, on veut commencer à travailler le développement du frontal. Chez Samablon, j'ai travaillé beaucoup ça. Je suis sûr que tu veux. Puis là, l'autre fois, ben, il m'a regardé dans le dos, puis il a dit Hey, j'ai vraiment le goût de donner un coup de poing d'en face à mon frère. Ben, oui, comportementalement parlant, j'aurais pu lui dire hey, mon homme, tu ne fais pas ça. J'ai rien dit, mais j'étais content. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas fait. Donc, il y a une partie de lui qui a fait j'ai vraiment le goût de frapper mon frère. Mais j'ai tellement développé avec sa mère les bonnes intentions de dire fais attention à ton frère, je suis sûr que tu l'aimes ton frère. Comme un moment donné, quand le Cacalu a commencé à se joindre, ben, il s'est souvenu aussi qu'il aimait son frère et cet amour-là est venu tempérer sa frustration. Trouver ensemble des façons de libérer la frustration et le mot ensemble est super important. Plus qu'on va accompagner les enfants, là, plus qu'on va leur dire la relation est assez solide pour passer à travers ces moments-là, plus l'enfant va croire que cet attachement-là va passer par-dessus tout. Et c'est ça que ces enfants-là ont besoin. Modeler ou imiter des façons non violentes de libérer de la frustration. Il y a des enfants qui passent beaucoup par la violence, par l'agressivité envers les autres ou envers soi. Ben, modéliser des façons un petit peu moins violentes à ce moment-là. Moi, j'aime mieux un enfant qui crie qu'un enfant qui frappe. Ben, j'aime mieux un enfant qui crie qu'il crie. Fait que, on descend tranquillement aussi, plus que le cerveau va commencer à être capable d'être tempéré. Prévoir un temps pour blasphémer. Pour les adolescents, on disait, je disais en début de formation, ben, en tout cas, de l'atelier, que les salles des émotions pour les adolescents, plus ou moins. Pourquoi? Ben, parce que c'est plus grand comme école. C'est des adolescents, le regard, la honte, l'intimidation. Donc, ce qu'on veut travailler beaucoup avec eux, c'est des moments pour blasphémer, des livres de merde qu'on appelle. Excusez le mot, mais c'est ça pareil, des shitbooks en anglais, où ce que l'enfant va écrire, et il va détruire après. On n'est même pas obligé de le lire. Mais juste, puis pour ceux et celles qui écrivent dans la vie, moi, je suis un auteur, compositeur, interprète dans mes moments, et non, je ne ferai pas de prestation, mais vous comprenez que moi, l'écriture m'a permis à exprimer mes émotions. Donc, il y a des ados, c'est l'activité physique, la musculation, le sport, la danse, tout ce qui est théâtre, improvisation, l'art, la musique. Je fais référence au théâtre. Pourquoi? En Europe, des psychopathes ont joué des scènes de Shakespeare. On a vu quoi? Une diminution d'agressivité à l'intérieur de l'aide carcérale quand ces personnes-là faisaient ça. Donc, ça peut aider énormément l'expression émotionnelle. Écouter de la musique, jouer de la musique. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, les éruptions et les attaques sont considérées comme un moyen d'accéder à la tristesse et aux larmes. Tout à fait. Bien entendu, on n'acceptera pas des attaques envers nous. Hein? On n'acceptera pas non plus des attaques envers le matériel, mais c'est facile de mettre à des enfants des balles mousse que tu peux lancer de toutes tes forces, puis ils n'avanceront pas trop beaucoup, puis ils ne feront pas de dommages. Il nous reste 5 minutes, Charles. Oui, Je pense que oui. On va nous montrer les photos tout à fait. des choses. Oui, c'est ça.
Alors, les Donc, conditions, oui. oui, les conditions, support de la direction, personnel formé et qualifié, bien entendu, il faut que le monde comprenne un petit peu les émotions pour pouvoir intervenir dessus. Un emplacement facile d'accès, séparé des classes, le plus loin possible des classes, parce qu'entendre quelqu'un dans une salle des émotions, après ça, il sort, il se fait intimider ou il se fait rire de lui, c'est pas propice à recommencer. Un espace plus petit et confiné, où ce qu'on va pouvoir mettre en place ce type d'intervention-là. Qu'est-ce qu'on retrouve? Des carrés mousse, d'éclairage tamisé, un coin salon moelleux comme des fauteuils poires, des scènes de calmante sur le mur. Puis ça, c'est tout facultatif. On n'est pas obligé de tout avoir ça, bien entendu. Grand matelas de gymnastique, des ballons d'exercice en caoutchouc pour pouvoir faire tout ce qui est moteur. Là. En fait, dans la Foucade aussi, là, ça avait été Oui, proposé. puis on a aussi utilisé le ballon. Si par hasard un petit enfant qui veut vraiment frapper un adulte, l'adulte peut prendre le ballon entre lui et l'enfant. À un certain temps, on va aider l'enfant à trouver d'autres manières de s'exprimer, mais le ballon est bien pour ça aussi. Des peluches, des balles, des boules velcro, des gants magiques, pour les coups de pied, hein, des allers et retours d'une balle, tapis de gymnastique, papier bulle à briser, mini trampoline, hein, tout l'enfant qui peut sauter, hein, ça va activer ça. Frapper hein, dans les oreillers, des nouilles de piscine, des ballons d'exercice, hurler, des tubes hurlants, souffler dans un ballon, gonfler des ballons. Tableau blanc pour gribouiller. Nous autres, on a mis des murs avec une peinture spéciale. Les enfants peuvent gribouiller, créer des mots. On efface, pas de trouble. Papier, carton épais pour déchirer. Bref, vous voyez plein de moyens d'expression. Comment l'utiliser un élève à la fois? On s'entend, c'est pas en groupe qu'on s'en va là, c'est pas de la psychomotricité, hein, c'est vulnérable. Fait que c'est un élève à la fois. L'utilisation du matériel est expliquée et démontrée à chaque élève quand il est calme pour bien l'utiliser, quand il va bien, hein, quand il est dans un bon état d'esprit émotionnel, accompagné d'un adulte tout au long de leur visite. Donc, c'est pas une salle de retrait, d'isolement, c'est pas ça du tout. Durée de la visite en fonction des besoins de l'enfant. Les enfants, ça prend 5 minutes. Il y en a que ça peut prendre une heure et demie, des fois plus. Ça dépend aussi de la vulnérabilité de son expérience de vie. Dans le fond, on fait quoi? Ben, on invite les émotions à être là, on les accompagne, puis on est patient. On est patient avec elles parce que c'est long aussi, à quelque part, la propreté à être acquise. Donc, les émotions aussi, c'est long. Puis on a des adultes encore dans notre société actuellement qui ont de la difficulté avec leurs émotions. Donc, oui, être patient. Ça prend 26 ans un cerveau à trouver une maturité dans la meilleure des conditions développementales possibles. Exactement. Et c'est ça c'est ça, on a expérience avec ça. On a dans cette école spécialisée, ils ont vraiment, et ça a pris 1 an pour vraiment aider les enfants à trouver la salle des émotions, avoir confiance aux adultes que dans la salle des émotions, les émotions vont être acceptées. Mais de petit à petit, ils ont vu vraiment un diminuement des explosions et de la violence. Mais des fois, et c'est la chose que nous, on fait aussi, des fois, on claque des portes, on fait toutes sortes de choses, mais dans un partage responsable. Et les salles d'émotion sont des lieux pour cette partage responsable, pour cette expression essentielle. Sur notre site web, pour le secteur anglophone, vous allez trouver dans la partie francophone un document qui décrit ça avec des photos, avec un petit vidéo, je pense, pour expliquer ça. Moi, j'ai essayé de mettre ça sur le site de conférence, mais je n'ai pas réussi. Mais vous pouvez aller visiter notre site et aller télécharger les documents pour vous aider à peut-être si vous voulez à implémenter ça. Et puis après ça, on va prendre les questions. On est dans le temps pour les questions, réflexions, commentaires. Eva, on va faire, je vais les lire, c'est correct pour Oui, toi? oui, c'est parfait, oui. Comment accompagner un milieu où les intervenants sont submergés par les émotions, où le vase d'empathie est vide? Écoutez, c'est difficile, c'est difficile d'accompagner un enfant dans ses émotions quand le personnel est aussi plein d'émotions. Je pense qu'on est dans un contexte actuellement où le milieu scolaire est surchargé, tant au niveau pédagogique qu'au niveau émotionnel, dû entre autres à la COVID, mais aussi à la pression que ces personnes vivent. Ce que moi, je constate dans mes accompagnements, c'est qu'on fait beaucoup de CAP et de COP au niveau de l'apprentissage et on en fait peu au niveau comportemental. Euh,
l'accompagnement a été nommé dans les études comme quelque chose d'essentiel pour amener les enseignants à rester des enseignants, surtout en début de carrière, mais aussi tout au long de leur carrière. Des conversations de cadre de porte, des interventions comme ça, où on se réunit juste au plan d'intervention, je pense que théoriquement et pratiquement, ça devrait changer. On devrait vraiment mettre du soutien, de l'accompagnement aux enseignants parce que voyez ça un peu comme les salles des émotions pour les enseignants, ces rencontres-là. Si on ne peut pas amener ces enseignants-là à se déposer dans leur réalité émotionnelle et qu'on ne les accompagne pas là-dedans, en légitimant la présence de ces émotions en eux, euh, on va avoir un problème. Les enseignants vont fermer leurs portes et c'est à ce moment-là que des fois, on peut voir des comportements inappropriés des adultes envers les élèves et des élèves envers les adultes. On monte en escalade, puis après ça, on tombe dans notre code de vie, dans les coercitions, dans les punitions, dans les suspensions qui n'en finissent plus. Donc, c'est vraiment davantage plus dans des modalités d'accompagnement, de co-développement, de formation, de réappropriation de ces formations-là aussi pour maintenir les acquis qu'on devrait mettre en place avec les directions et les professionnels des établissements et des services éducatifs. Mais Moi, c'est une autre chose que, parce que nous avons travaillé beaucoup avec nos écoles anglophones, parce que pendant toute la pandémie, on a parlé vraiment des émotions. On a débordé par nos émotions, absolument. C'est incroyable qu'est-ce que le monde, le monde pour le moment. Mais si vous êtes à l'école, je sais que partout dans la province, c'est un peu différent, mais qu'est-ce qu'on nous encourage les adultes aussi oublient les demandes et je sais qu'on va tout dire, les enfants vont tomber en arrière, mais c'est trop tard pour ça. On vit qu'est-ce qu'on vit, sort de l'école, maintenant il fait beau, faire de l'exercice, jouer, avoir de jeux, plein de jeux, laisser des moments pour expression par le jeu. Et c'est pas seulement les salles d'émotion qui est important, c'est jouer, donner de la permission pour exprimer les émotions et juste enlever la pression académique parce que on ne peut pas tolérer ça, c'est trop. Donc, l'année prochaine. ce matin, j'assistais à votre conférence sur les centres de soutien bienveillant. Ben, c'est cool. Là, vous nous parlez des classes des émotions. Comment déterminer, faire le choix entre ces deux locaux où il faut mieux orienter un élève selon ses besoins? N'est-ce pas similaire? Comment départager ce choix de local? OK. Tu veux y aller, Eva, ou je vais? Ben, juste pour vous dire, on avait en Alberta, on avait une salle où on avait un centre de soutien bienveillant. Et dans cette centre de soutien bienveillant, on avait trois salles. On avait une salle motrice, parce qu'il y en a certaines élèves qui voulaient juste faire des choses physiques. On avait une salle d'apaisement, un lieu de sensoriel. Et on avait notre lieu d'émotion. Et c'est tellement intéressant, les élèves étaient capables de dire lequel dont ils en avaient besoin. Mais réalistiquement, on ne peut pas les avoir ensemble. C'est ça le travail avec l'enfant. Il y en a certaines de nos jeunes qui sont tellement débordés par leurs émotions. On sait qu'ils en ont besoin de ça, des émotions. Mais le centre de soutien bienveillant, c'est beaucoup plus vaste. Le centre des émotions, c'est une petite partie. Le centre de soutien bienveillant, c'est beaucoup plus vaste dans les interventions. Ben, je pense que c'est en fait selon les besoins des enfants. Je pense que la salle des émotions on pourrait venir spécifiquement chercher plusieurs enfants, tandis que le centre bienveillant, ben, c'est beaucoup aussi pour les enfants plus perturbateurs, je vous dirais, ou plus anxieux. C'est sûr que l'un et l'autre, moi, quand que j'accompagne les équipes écoles puis qu'ils ont de la place, ils mettent les deux. Et on voit une plus-value. Par contre, il y a des écoles qui ont commencé à mettre des salles des émotions et après ça, on mis des centres de soutien bienveillant. Mais je vous dirais que les centres bienveillants et les salles des émotions sont deux programmes qui font très bien ensemble. Là. J'ai déjà entendu que l'utilisation de moyens comme frapper des objets, par exemple, dans le but d'exprimer sa frustration, notamment, n'est pas conseillé, car cela fait appel à des gestes de violence. Qu'en pensez-vous? Vas-y, Eva. OK. Parce que, premièrement, on ne frappe pas pour frapper. OK? C'est pas pour frapper et c'est pas juste pour évacuer un peu la frustration. On va amener l'enfant vers ses larmes. Mais honnêtement, que nous, comme les êtres humains, les adultes, c'est pour ça que le partage responsable est tellement important de ne pas oublier. Et puis peut-être, je dis souvent, peut-être parce que je suis hongroise, que je suis pleine d'émotions, mais
même des fois, j'entre dans le parking, dans le stationnement, il n'y a personne autour de moi et je suis tellement frustrée que je claque la porte. On a toutes nos façons de ventiler. Et si on fait pas la ventilation, honnêtement, il y en a des personnes qui expriment jamais leur frustration. Dr. Gabor Maté a fait a regardé la recherche là-dessus. Ce sont souvent des personnes qui tombent malades. Il faut évacuer nos émotions, il faut ventiler nos émotions, mais c'est le où et le quoi. Mais juste dire à un enfant, va dans la salle, frappe quelque chose et sort. Oui, ça lui dit frapper. Mais si on comprend que c'est une processus c'est la vague qui doit sortir et l'enfant va, qu'est-ce que Madame Jackie, qui avait cette salle, elle a trouvé avec un jeune qui était vraiment explosif qu'après 6 mois, il est juste entré dans la salle et juste commencé à crier, entré dans la salle, commencé à griffonner. Et à un certain moment, il est juste entré dans la salle, il dit: «Je suis tellement frustré». Alors la progression est là, mais si, on dit à un enfant: «Tu n'as pas le droit de frapper, de lancer, de faire comme ci, de faire comme ça», il va faire quoi? Même pas de crier, même pas de blasphémer. Alors c'est un processus qu'on va amener l'enfant pour aller beaucoup plus loin. Alors c'est pas juste frapper pour frapper. Oui, c'est ça, c'est dans l'accompagnement aussi de l'adulte qui va accompagner cet enfant-là. C'est pas dans le geste, mais c'est davantage plus l'intervention thérapeutique qui vient avec aussi, ça, qui est à la base de les salles des émotions, puis qui différencie de juste dire, ben, va dans ce local-là, donner des coups, ressors, puis tu vas être mieux. Tu sais. Tout à fait. Je comprends qu'on applique. Oh, il y a quelqu'un qui a pris. Je comprends qu'on n'applique pas une salle des émotions à proprement parler au secondaire, mais peut-on utiliser les principes que vous avez expliqués pour adapter les interventions réalisées dans les locaux de retrait? On pourrait en parler beaucoup, beaucoup des locaux de retrait au secondaire. Oui, oui et oui, 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 oui. Si on peut amener les locaux de retrait au secondaire à être préventifs plutôt que coercitifs, conséquentiels à cause d'un comportement non toléré ou ce que l'adolescent court après son prof après pour prendre rendez-vous pour réintégrer sa classe, la réponse est oui. Si on peut amener ces élèves-là à dire, bien, à l'intérieur de ce local de retrait-là, il y a un endroit où ce que tu peux travailler, où ce que tu peux aussi peut-être aller te déposer sans pour autant aller crier dans le local de retrait s'il y a d'autres personnes qui vont donner hyper vulnérables, bien entendu, mais commencer juste à être un endroit où ce qu'on accueille d'une façon préventive ces adolescents-là qui ont des réalités particulières, qui ont des vies assez particulières qui ont, des fois, ne sont pas capables de décrocher d'intimidation de l'école parce que c'est rendu dans nos foyers de par Internet et tout le kit. Je me dis, oui, ce local-là où ce qu'on peut accueillir ces adolescents-là, connectés avec un adulte plutôt que connectés à d'autres élèves qui font l'école buissonnière, je pense que ça peut drôlement aider. Oui, tout à fait. Dans une classe de chez nous, une salle d'émotion est aménagée dans une classe kangourou. On voit ça, oui. L'intensité des crises empêche souvent les adultes d'accompagner l'enfant à l'intérieur. Recommanderiez-vous que l'adulte rejoigne l'enfant quand il est plus calme? Aussi, une demi-porte est souvent fermée pour protéger les adultes des coups. Que pensez-vous de ça? Mais c'est ça, si l'adulte ne se protège pas, il va avoir une réaction. C'est pour ça que Madame Jackie a suggéré les grands ballons, oui, parce qu'on pourrait être là avec l'enfant, mais ça se passe aussi que des fois l'enfant est complètement désorganisé. Mais l'important, c'est notre attitude. On est toujours là, on est toujours à la porte, une demi-porte, c'est génial, j'ai jamais pensé à ça. Comme ça, on peut toujours rassurer l'enfant. Il faut faire attention de ne pas trop parler, mais juste dire: «Oui, je suis ici, je suis là pour toi. Je comprends, c'est frustrant. Oh, ça n'a pas bien allé pour toi aujourd'hui». Si l'enfant est capable de tolérer ça, parce que des fois, on commence à parler et l'enfant se désorganise encore plus. Mais juste l'attitude: «J'ai pas peur de toi, j'ai pas peur de tes émotions, je peux accepter toute cette grande frustration en toi. Je suis là pour toi». Ça va vraiment, vraiment rassurer l'enfant et quand il est plus calme, on entre. Mais si on entre et on commence à parler, il commence à désorganiser parce que et on sort encore une fois: «Ah,
Tu pas encore prête, je peux rester là. Alors, c'est vraiment juste une danse. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué avec plusieurs élèves, c'est que de petit à petit, ils, ils regagnent cette confiance aux adultes. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on disait à un enfant? Tu n'as pas le droit de faire une crise, tu fais toujours des chicanes, je vais t'ignorer. L'ignorance, ça blesse énormément les enfants. Et on ignore, on n'entre pas là-dedans. Oui, je vais être ici, mais toute cette attitude vraiment affecte l'enfant aussi, mais il faut se protéger aussi. Euh, Y a-t-il des situations où la salle de ce type engendre un évitement de classe? Pour différentes raisons, l'enfant a d'importantes difficultés scolaires et se sent mieux hors de la classe momentanément. L'enfant se sent contenu davantage en individuel qu'en groupe. Nous avons ce type de classe dans une école spécialisée chez nous, mais il arrive que ceci semble maintenir certains comportements chez certaines clientèles. Doit-on encadrer l'utilisation de telles salles dans certains cas, notamment une fois les processus d'autorégulation en acquisition? Bien, je pense qu'avant de mettre en place comme moyen cette salle-là, il faut avoir une évaluation quand même du comportement puis un peu du développement de cet enfant-là. C'est sûr et certain que quand on met en place ce genre de salle-là, on peut voir des enfants avoir besoin d'utiliser ces salles-là, comme je disais ou qu'on a dit tantôt, un petit peu plus souvent au début. Un des principes des émotions, c'est que plus qu'on laisse la place aux émotions, moins qu'elles en prennent. Donc, on devrait voir, à force d'utiliser cette salle-là, une diminution des comportements. Or, il faut se rappeler aussi quelque chose. Cet enfant-là n'a pas que l'école comme milieu de vie. Si cet enfant-là doit revenir continuellement dans sa famille, où ce qu'il vit beaucoup de vulnérabilité, où ce qu'il est obligé de mettre des défenses, où ce qu'il doit se protéger parce qu'il n'est pas en sécurité, momentanément, quand il arrive à l'école, dans un endroit beaucoup plus sécur probablement pour lui, il va avoir probablement plus de place à exprimer ses émotions de par ses comportements. On le voit à l'intérieur de nos enfants. Ils se contiennent toute la journée à l'école, ils arrivent à la maison, puis ils explosent. Puis on fait, ben là, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, ils se sont retenus toute la journée. Donc, si vous voyez qu'un enfant à l'école exprime continuellement ses comportements, ben c'est sûr que s'il est super vulnérable à la maison, même si on met une salle des émotions, il est submergé. Il est submergé. Il faut falloir aussi travailler au niveau systémique avec cet élève-là. Maintenant, quand on commence à travailler un petit peu plus, hein, que l'enfant commence à travailler ou à développer un petit peu plus ses fonctions exécutives, oui, on peut commencer à dire, oui, tu vas être dans la salle des émotions, mais en même temps, on va travailler d'autres moyens en classe d'autorégulation. Peut-être qu'on va mettre en place, s'il est au primaire, par exemple, une petite place dans la classe avant d'aller dans la salle des émotions. On va commencer aussi peut-être à développer des auto-instructions. On va travailler l'autorégulation. Peut-être qu'on va mettre en place aussi des moyens proprioceptifs. Fait que oui, c'est selon vraiment les besoins des enfants. Et c'est pour ça aussi que le centre de soutien bienveillant aussi est Oui, capable de prévenir des moments où l'enfant est toujours débordé par ses émotions. Alors, c'est toujours comme un continuum d'intervention. Et la salle des émotions, ça fait juste une petite partie de tout un continuum de réaction. Mais il y en a des enfants qui sont vraiment en grande détresse, qui oui. arrivent à nos écoles complètement débordés. Juste spécifier quelque chose. La salle d'émotion n'est pas à être utilisée parce que l'enfant a fait des bons comportements, donc il peut gagner le privilège d'aller dans la salle des émotions. Ce n'est pas à inclure dans un système d'émulation. L'enfant ne doit pas travailler pour avoir le privilège d'aller là-dedans. Ça, c'est quelque chose qui ne fonctionnera pas. Donc, quand on parle d'encadrement, on va dire tu peux l'utiliser tel moment. Par contre, on va essayer de mettre d'autres choses en place avant mon petit loup. Puis on va regarder un petit peu ce qui se passe dans sa réactivité, puis on va pouvoir évaluer par rapport à ça. En question, croyez-vous qu'une formation devrait accompagner le projet d'une salle des émotions? In- Absolument. Mais une Incontournable. chose, maintenant, vous avez au moins je ne sais pas, jusqu'à fin de mai, vous avez cet enregistrement qui pourrait vous informer.
Et aussi, l'Institut Neufeld a des cours sur les émotions, comprendre les émotions. Il y a plein de choses aussi sur les traumas, les interventions pour les traumas. Mais de temps en temps, malheureusement, les gens, c'est pour ça qu'au début, on a appelé ça une salle de calmement, mais non, c'est une salle des émotions. Tellement important de laisser un espace. Parce que si on dit à un enfant, même si on laisse l'enfant exprimer ses émotions, si on dit c'est une salle de calmement, c'est quoi le message qu'on dit à l'enfant? Calmer, c'est l'idéal. C'est pas ça qu'on veut dire pour un enfant qui est débordé par ses émotions. On dit on accepte toutes les émotions et on va travailler avec vous pour gérer ça. Et c'est pour ça que je vais, tu sais, faire une plus-value en disant oui, il y a de la formation, comprendre un peu l'agressivité des enfants, comprendre les émotions, ce que Eva vient de vous dire, mais aussi des modalités d'accompagnement dans le vécu expérientiel. Parce que c'est bien beau que tu comprends les choses. Quand tu le vis, ça peut être aussi très vulnérable. Nous autres, on a mis en place des COP avec les TES, avec la professionnelle, puis exemple moi, puis j'accompagne dans ce qu'ils vivent à l'intérieur de ces salles-là. Un, pour regarder, oui, les enfants, comment ils jouent, comment ils expriment, puis comment qu'on peut assez planifier bon, d'autres types d'interventions pour les amener un petit peu plus loin, mais aussi comment que les TES puis les professionnels qui accompagnent ces enfants-là, puis qui reçoivent des fois une charge émotive très quand même assez foudroyante. Hein? Je veux dire, voir un enfant en détresse 2, 3 heures par jour, 4 heures, ça peut venir miner le moral, surtout que quand tu arrives à la maison le soir et tu as tes propres enfants à gérer, ben, c'est là que l'accompagnement a une plus-value par rapport à ça. Et Mm. juste la dernière chose, comparable à une salle d'apaisement, si vous voulez dire une salle sensorielle, on a besoin des salles sensorielles, mais notre salle, comme vous voyez, notre salle d'émotion, on a plein de choses que l'enfant ne peut pas déchirer des choses. Alors, il faut faire attention parce que des fois, j'ai vu des salles sensorielles complètement déchirées. On a besoin de ça aussi pour certaines jeunes, Mhm. mais on a aussi besoin d'une salle où, si l'enfant a besoin de lancer, frapper, etc., ça va pas déchirer des choses. Mais on est arrivé à la fin. Oui, ben, il y a quelqu'un qui disait juste, est-ce qu'on pourrait avoir les diapositives de votre présentation? On les a mis, ils sont sur la fiche descriptive de l'atelier, donc elles devraient être là. Sinon, peut-être écrire un email aux organisateurs du CQJDC, et eux, on leur a envoyé. Sinon, ben, vous avez nos deux adresses email, puis ça va nous faire plaisir de vous le tourner là, en format PDF, là, bien entendu, aucun problème. Ouh, Ben, merci alors, beaucoup. C'est plate, on ne vous voit pas le visage, hein, c'est comme ça. Mais merci beaucoup de votre intérêt pour cet atelier-là. On vous souhaite un super de belle fin de congrès. Ben, merci beaucoup de vous être inscrit pour ces élèves-là, pour faire de leur vie ou de leur journée quelque chose de plus agréable, des fois, qu'ils peuvent vivre. Eva, je te laisse le mot de la fin. exactement. Non, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Merci, Charles. Au revoir tout le monde.